Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode de la série pour créer un FPS multijoueur sur Unity avec Mirror. Je suis très content de vous retrouver pour ce premier épisode, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette série et ça y est, le jour est enfin arrivé. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu l'épisode 0 de la série, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est un épisode d'introduction où on ne touche pas encore à Unity, c'est simplement moi qui vais vous raconter un petit peu comment est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire dans cette série, pourquoi on va le faire comme ça, etc. Donc regardez cet épisode, vous avez un lien en description, c'est très important pour la suite. Et une fois que c'est fait, vous pouvez revenir et on se lance ensemble dans cette série. Aujourd'hui, on a un petit programme, on va créer le projet sur Unity, on va mettre en place une scène de test, une scène de prototyping, et on va commencer à travailler sur notre joueur. Forcément, pour suivre cette série, il vous faudra Unity, c'est plutôt logique. De mon côté, au niveau de la gestion des versions de Unity et des projets, j'utilise Unity Hub, et je vous invite vraiment à le faire. Si vous n'avez ni Unity d'installer ni Unity Hub, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous affiche à l'écran, vous avez encore une fois un lien en description. C'est simplement une vidéo dans laquelle je vous explique comment installer Unity, quelle version prendre. Comme je l'ai dit dans l'épisode 0, je pars du principe que vous qui me regardez êtes des utilisateurs intermédiaires. Donc vous savez comment fonctionne un minimum l'interface de Unity, ainsi que le C#. Pas besoin d'être des professionnels non plus, mais il vous faut au moins les bases. Je considère donc également que vous avez Visual Studio d'installer, donc l'IDE qui vient avec Unity, et que ce dernier est configuré. Pour l'entièreté de cette série, je vais utiliser les versions de Unity 2019.4. .9f1 pour être précis, mais c'est surtout le 2019.4 qui est important. Pourquoi utiliser cette version alors que nous sommes fin 2020 au moment où j'enregistre cette série et nous sommes bientôt en 2021 ? Simplement parce que cette version 2019.4 est une version LTS, donc Long Term Support, ce qui veut dire en gros que cette version va être une norme et elle va encore être utilisée pendant longtemps, elle va encore être mise à jour et corrigée au fil des années qui vont suivre. Pour suivre cette série, je vous recommande très fortement cette version. Même si vous regardez cette série en 2020 ou 2021, c'est mieux d'utiliser 2019.4, comme ça vous êtes sûr à 100% que la série est suivable sur votre version de Unity. Je ne dis pas que cette série ne sera pas suivable sur des versions 2020.x ou 2021.x, ça je ne sais pas encore vu qu'elle n'existe pas, mais il est toujours mieux lorsque vous suivez un tutoriel d'utiliser la même version de Unity. Maintenant que vous savez tout, on va pouvoir créer le projet. Je suis donc sur Unity Hub, encore une fois, regardez la vidéo pour installer Unity si vous n'avez pas Unity Hub d'installer. Je vais cliquer sur New, au niveau du choix du template ça va être plutôt rapide, on va choisir 3D tout simplement. Vous pouvez donner un nom à votre projet, donc moi je vais l'appeler FPS Mirror par exemple, mais vous l'appelez comme vous voulez. Et vous pouvez choisir le répertoire dans lequel vous allez enregistrer votre projet. Chez moi, je vais laisser celui qui m'est proposé par défaut et je vais cliquer sur Create. Après quelques instants, Unity s'ouvre et notre projet est maintenant utilisable. Petite pause à ce moment de la vidéo. Je suis en train de faire le montage de l'épisode que vous êtes en train de regarder et vous avez peut-être remarqué que j'ai fait une erreur. Je vous ai dit d'installer Unity 2019.4, qui sera effectivement notre version de référence pour cette série, sauf que chez moi, vu que j'ai deux versions de Unity d'installer, je me suis trompé et j'ai créé le projet avec Unity 2019.3. Ça se remarque en haut de l'écran parce que c'est simplement écrit, mais aussi au niveau de l'interface. Sur Unity 2019.3, par défaut, on a le Light Theme, c'est-à-dire que l'interface d'Unity est gris, alors que sur Unity 2019.4, chez vous donc, l'interface d'Unity devrait plutôt être en noir. Je vous rassure, il n'y a aucune différence entre Unity 2019.3 et Unity 2019.4. Encore plus pour cet épisode où on ne va pas encore parler de multijoueur. Donc suivez l'épisode comme si de rien n'était, la seule différence entre chez vous et chez moi, ce sera la couleur de l'interface. Et dès le prochain épisode, dès l'épisode 2, je serai sur Unity 2019.4. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, c'est normal que vous n'ayez pas la même couleur d'interface, vous pouvez suivre la vidéo comme si de rien n'était. On va commencer par mettre en place une simple scène de prototyping. En gros, on va placer quelques modèles 3D dans notre premier niveau. De cette manière, on pourra plus facilement se repérer dans l'espace en 3D, et on pourra ensuite facilement déplacer notre personnage et faire nos tests de mouvement qu'on mettra en place au prochain épisode. On va utiliser des formes primitives de Unity, on va pas s'embêter à télécharger des assets ou à faire quelque chose de joli. Je vais donc aller dans Game Object, 3D Object, et je vais faire un plane. Ce plane, ça va donc être un simple sol qu'on va placer aux positions 0, 0, 0. Vous pouvez aussi cliquer sur les points ici et faire Reset pour les placer à l'origine de notre scène. Et on va également aller dans Game Object, 3D Object, Cube,
et on va placer quelques cubes dans notre scène. Vous n'êtes évidemment pas obligé de les mettre au même endroit que moi, avec les mêmes tailles que moi, etc. Pour l'instant, vous êtes vraiment libre de votre côté, ne surchargez pas trop la scène, ne mettez pas trop d'éléments, le but c'est juste qu'on puisse un petit peu s'y retrouver dans notre espace en 3D. Donc je vais mettre un cube à peu près par là-bas, vous pouvez augmenter son scale pour qu'on augmente un peu la taille. Voilà, je vais essayer de bien le placer au niveau du sol. Lorsque vous avez un objet qui est sélectionné dans votre scène, vous pouvez faire CTRL D ou commande D sur Mac, ce qui va simplement dupliquer votre objet, et vous pouvez ensuite déplacer cette duplication. Donc je vais mettre encore un ou deux cubes. Voilà. Je vais prendre mon plane que j'ai placé un petit peu plus tôt et je vais augmenter son scale, donc on va augmenter un petit peu sa taille. On va passer à 2 sur l'axe X, 2 sur l'axe Z. Au niveau de l'axe Y, c'est pas nécessaire de l'augmenter vu que c'est un plane, c'est un objet qui est plat en fait, donc peu importe la hauteur que vous allez lui mettre, elle restera toujours la même. Et je vais pouvoir un petit peu redéplacer mes cubes dans la scène. Histoire de rendre la scène un petit peu plus colorée, un petit peu moins triste, on va ajouter quelques couleurs, on va pas trop s'attarder dessus non plus, mais on va créer des materials qu'on va pouvoir appliquer à ces différents objets. Donc dans le dossier Assets, dans votre fenêtre Project ici, on va faire un clic droit, Create, et on va créer un matériel. Ce matériel, je vais l'appeler Dark Blue, pour du bleu foncé. Dans l'inspecteur, je vais pouvoir choisir une couleur pour ce matériel en cliquant ici sur la petite case. Je vais mettre le smoothness à 0 et je peux simplement faire un glisser-déposer maintenant de ce matériel sur mon sol par exemple. Je peux ensuite créer un autre matériel, soit en faisant clic droit, Create Material, soit vous pouvez sélectionner celui qu'on a fait juste à l'instant et vous pouvez faire CTRL D encore une fois pour dupliquer. Ça va automatiquement vous sélectionner la copie, vous pouvez appuyer sur F2 pour activer le renommage, et celui-là on va peut-être l'appeler orange par exemple. Je vais donc évidemment choisir une couleur orange dans l'inspecteur, on va prendre quelque chose comme ça, et je vais glisser cette couleur sur les différents cubes de ma scène. Je ne l'ai pas précisé mais nous avons une directional light dans la scène qui nous permet d'ajouter un petit peu de lumière. On va la garder pour l'instant, vous pouvez éventuellement jouer un petit peu sur la rotation de cette lumière, si vous voulez changer un petit peu de quel côté vont se placer les ombres. La lumière n'est pas très jolie pour l'instant, mais on va s'en occuper d'ici quelques minutes. Voilà, nous avons maintenant une scène de prototyping avec quelques éléments à l'intérieur. Par contre, on va être amené à créer pas mal de choses dans notre dossier project, donc ça sera des scripts, des matériels, des modèles 3D, etc. Donc il faut qu'on range un maximum notre projet pour vraiment bien s'y retrouver. Pareil pour notre hiérarchie ici à gauche, vous voyez qu'on a ajouté des cubes, un plane, on a une caméra, etc. Donc pareil, il va falloir qu'on range tout ça. On va commencer par le dossier Project, on va faire un clic droit, Create, Folder, et on va l'appeler Materials. On va glisser à l'intérieur les deux materials qu'on a créés, donc vous pouvez en sélectionner un, vous restez appuyé sur CTRL, et vous cliquez sur l'autre pour faire une multi-sélection, et on va faire un glisser-déposer dans Materials. Également, la scène qu'on vient de mettre en place, on ne l'a pas encore sauvegardée, donc pour ça vous pouvez aller dans File, Save, tout simplement, ou alors vous pouvez utiliser le raccourci mondialement connu CTRL-S pour sauvegarder cette scène actuelle. Elle va être automatiquement enregistrée dans le dossier scène qui est présent par défaut, et on a Sample Scene, la scène exemple, et en gros c'est celle-là. C'est celle que Unity nous a ouvert automatiquement, donc on n'a pas besoin de préciser où on souhaite la sauvegarder, la scène est bien ici. Rangeons un petit peu maintenant la hiérarchie. Sur la gauche, on va simplement faire un clic droit, on va créer un empty, qu'on va placer ici au niveau de la transform à l'origine, donc on va faire les trois petits points et reset comme je vous l'ai montré, pour le mettre à 0, 0, 0. On va renommer cet objet en props, et on va prendre les trois cubes et le plane qu'on a créé, dans la hiérarchie, toujours avec la multi-sélection, hein, donc on clique sur un élément, on reste appuyé sur CTRL et on clique sur tous les autres, et tous ces éléments on va les glisser dans Props. Comme ça on n'aura que trois éléments principaux, la caméra, la directional light et les props, à savoir notre scène. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir mettre en place notre joueur, ou du moins les bases de notre joueur.
Avant de mettre en place un vrai modèle 3D qu'on va animer, auquel on va ajouter des modèles 3D d'armes, etc., on va commencer par quelque chose de très simple, encore une fois, par des visuels de prototyping. On va aller dans Game Object, 3D Object, Sphère. Cette sphère, on va la placer à l'origine, donc on va faire un reset sur la transforme. Vous pouvez appuyer sur F quand un objet est sélectionné pour faire un focus dessus, donc directement la caméra va s'approcher de l'objet, et on peut placer cet objet à une unité de hauteur sur l'axe Y. Cette sphère va représenter notre joueur. Sur cet objet sphère, on va retirer le Mesh Renderer qui nous permet d'avoir le visuel. Donc vous voyez que si je coche ou décoche cette case, on a le visuel qui apparaît et disparaît. On n'aura pas besoin de ce visuel parce qu'on va le gérer dans un objet à part. C'est pourquoi on va cliquer sur les 3 petits points et on va faire Remove Component. Donc là on ne voit plus l'objet dans la scène, mais il est toujours présent, hein. On a toujours un GameObject-Sphere avec un collider et un filter qu'on va justement enlever, pareil. On va cliquer sur les options et Remove Component. On ne va garder pour l'instant que le collider sur cet objet. On va quand même ajouter une partie graphique pour qu'on puisse quand même voir où est notre joueur. On va donc faire un clic droit sur Sphère, on va créer un empty. Automatiquement cet élément va se placer à l'origine par rapport aux parents, donc il va être pile au milieu de la sphère, et on va renommer cet objet en Graphics. Et maintenant, sur cette partie graphique, on va faire un clic droit dans la hiérarchie, 3D Object, et on va recréer une sphère. Sphère sur laquelle on va faire exactement l'inverse qu'avant, c'est-à-dire qu'on va garder le Mesh Filter, le Mesh Renderer, mais on va enlever le Mesh Collider. Donc on peut cliquer sur les points et Remove Component. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la partie physique de la partie graphique. C'est-à-dire que dans le graphics, ici, on n'a que le visuel, et sur le parent, sur Sphère, on a le collider, donc la boîte de collision. C'est toujours mieux de séparer tout ce qui est physique de tout ce qui est visuel, parce que si dans le rendu final, ce sont deux objets qui sont vraiment, deux éléments qui sont vraiment complémentaires, en termes de prototyping et de développement, c'est bien mieux de séparer ces deux éléments pour que la partie graphique n'influe pas sur la partie physique et inversement. Le parent de tous ces objets qu'on a ajoutés, donc simplement celui qui s'appelle Sphère, le tout premier, on va le renommer en Player, donc en joueur. À l'intérieur de Graphics, on va prendre la sphère, et celle-là on va la renommer en Player Model, donc sous-entendu le modèle 3D du joueur, qui pour l'instant n'est qu'une sphère, mais qui sera remplacé plus tard. Maintenant qu'on a notre joueur, il faut qu'on puisse lui donner la possibilité de voir quelque chose. Ce joueur n'a pas encore de caméra, il ne peut donc rien voir. On va donc faire un clic droit sur Player, et on va choisir tout en bas Caméra. Automatiquement, ça va ajouter une caméra à l'intérieur de notre joueur, qui devrait avoir, encore une fois, les positions 0, 0, 0 à l'origine, et si ce n'est pas le cas, vous faites les 3 petits points, et reset. Dans notre hiérarchie, ou notre scène en général, nous avons une autre caméra qui s'appelle Main Camera, qui est ici chez moi, et que pour l'instant, on ne va pas supprimer, mais qu'on va simplement désactiver. Maintenant qu'on a ajouté une caméra sur notre joueur, si je passe dans l'onglet Game, je peux voir quelque chose, et ce quelque chose, c'est ma scène vue depuis cette caméra ici. Si je fais un glisser-déposer de mon onglet Game à côté de mon onglet Scène, donc je vais séparer la vue, si je commence à déplacer ce cube ici, on peut voir qu'il se déplace également dans l'onglet Game. Donc c'est bien dans cette direction, vers l'avant, que la caméra est en train de regarder. Alors chez moi j'ai l'habitude d'avoir toujours soit l'onglet Scène, soit l'onglet Game ouvert. Je trouve que ça me permet d'avoir plus de place pour travailler, c'est pourquoi mon onglet Game, je vais le mettre à côté de l'onglet Scène. Et donc je peux passer facilement de l'un à l'autre. Mais c'est une préférence personnelle, donc si vous souhaitez avoir toujours un écran Game et l'écran Scène en même temps, c'est tout à fait possible aussi. Très rapidement, avant de passer à la suite, on va juste passer dans l'onglet Window, Rendering, Lightning Settings. Ça va vous ouvrir cette fenêtre, moi je vais l'accrocher sur la droite ici. Vous allez pouvoir cocher Real Time Global Illumination, et vous pouvez cliquer en bas sur Generate Lightning. Ça peut prendre un petit peu de temps selon votre machine et le nombre d'objets que vous avez mis dans la scène, mais vous voyez qu'on a déjà quelque chose de plus agréable, les lumières sont déjà un petit peu mieux respectées. Je vous recommande de décocher la case que vous avez tout en bas, Auto Generate, simplement parce que sinon à chaque fois que vous allez modifier une lumière, donc un placement ou un paramètre, tout le système de lumière va se recalculer et ça peut prendre énormément de temps selon votre machine et la taille de votre scène. Donc chez moi il est bien désactivé, on le lancera à chaque fois manuellement lorsqu'on fera des modifications visuelles, mais ça sera pas avant un bon moment. Je vais retourner dans Inspector,
et je vais choisir ma directional light. C'est vrai que la lumière est peut-être un petit peu forte, donc on peut baisser éventuellement ici l'intensité. Je vais la mettre à 0,85, quelque chose comme ça sera légèrement moins fort. Je vais aller également dans mon dossier Materials. Je vais choisir mon Materials orange qui est en réalité plutôt un jaune, hein, comme vous pouvez le voir, et je vais justement modifier un petit peu la couleur pour avoir plutôt un orange. Voilà. Bref, revenons à notre joueur. Nous avons ajouté une caméra, nous voyons dans l'onglet Game ce que voit ce joueur, donc effectivement maintenant il peut voir quelque chose, par contre, on ne sait pas tout à fait dans quelle direction il regarde. Alors comme vous l'avez vu, nous on le sait parce que j'ai déplacé le cube qu'on a sur la droite ici, et on l'a vu également se déplacer dans l'onglet scène. Sauf que si on avait un autre joueur qui regardait vers ce player, vers cette sphère, eh bien il ne saurait pas si cette sphère est en train de regarder vers lui ou dans une autre direction. Donc on va faire en sorte de savoir dans quelle direction regarde le joueur, et vu qu'on est dans un FPS, on est dans un shooter, eh bien on va simplement ajouter notre première arme à ce joueur. Et donc forcément si le joueur pointe son arme dans une direction, on comprendra automatiquement qu'il regarde dans cette direction. La première chose à faire, c'est de savoir dans quelle direction regarde actuellement votre sphère. Donc moi je sais qu'elle regarde vers là-bas, en direction du cube qu'on a ici. Je vais donc choisir ma caméra, je vais faire un clic droit et je vais créer un empty. Cet empty, toujours à l'origine 000 par rapport à son parent, je vais l'appeler gun, et je vais faire un clic droit sur gun encore une fois, et je vais ajouter 3D Object cube. À partir de ce cube, je vais réaliser un pseudo modèle 3D d'arme, donc ça va être quelque chose de très simple, juste une arme de prototyping, quelque chose qui ressemble à peu près à une arme, on va dire plutôt, et on va le placer en quelque sorte dans la main de notre personnage. Vous avez en haut à droite ici les positions 3D, donc vous voyez que si je regarde autour de moi, on voit en haut à droite dans l'onglet scène ces petits éléments X, Y, Z qui se déplacent. On va cliquer sur le cube qui est au milieu de ces positions, on va passer en vue isométrique, et je vais cliquer ensuite sur les petits icônes que vous avez sur le côté pour me mettre simplement en vue de côté. Je sais que ma caméra regarde vers la droite, et ce que je vais donc faire, c'est déplacer ce cube un petit peu vers la droite. Si je prends l'onglet Game et que je le mets à côté ici, que je prends les deux vues en même temps, vous voyez que on a bien le cube qui est du bon côté, donc il est devant la caméra. Je vais maintenant passer en mode Scale, donc avec l'outil de Scale qu'on a en haut à gauche, et je vais simplement réaliser un truc qui ressemble à peu près à une arme. Je vais passer encore une fois sur le côté, donc en vue de face, je vais réduire ça, on va faire une sorte de long rectangle en 3D. Je vais l'écraser un petit peu. Ce cube que j'ai réalisé, je vais le dupliquer. Je vais passer avec les outils de déplacement. Je le réduis encore une fois un petit peu. Donc je fais quelque chose de très simpliste, encore une fois, ne vous embêtez pas à utiliser les mêmes positions que moi. Je vais m'arrêter là, vous avez compris le principe, on veut juste un modèle 3D très simple. On va pouvoir ajouter un peu de texture quand même à cet élément. Donc dans notre dossier Project, Materials, on va créer un nouveau matériel avec les autres. Donc clic droit, Create, Material, et je vais l'appeler Gun. Je vais mettre quelque chose de noir tout simplement, je vais mettre le plus foncé possible. On peut mettre un petit peu de métallique si on veut faire quelque chose de très joli. Enfin voilà, de très joli, vous m'avez compris. On va mettre le métallique à fond, le smoothness on va le descendre un petit peu, je vais mettre 0,2. On peut choisir ces trois cubes qu'on a utilisés, enfin le nombre de cubes que vous avez utilisé pour réaliser ce modèle 3D. Donc on les prend tous, et on va simplement faire un glisser-déposer de notre matériel gun dans l'inspecteur ici. Et automatiquement, le matériel noir a été ajouté à tous ces objets. On va maintenant s'occuper de placer cet élément dans la main du personnage, donc vous prenez toujours les trois cubes que vous avez créés, ou plus, hein, si vous en avez utilisé plus ou moins, et vous allez utiliser avec l'outil de déplacement les flèches que vous avez ici pour rapprocher l'arme de votre personnage et le placer à peu près dans sa main droite ou sa main gauche si vous voulez que le personnage soit gaucher. Donc aidez-vous de l'onglet Game à ce niveau-là, donc l'onglet Game il nous montre vraiment ce que voit la caméra, donc le but c'est d'avoir à peu près l'arme placée comme ici, dans le coin inférieur droit ou gauche, comme vous préférez. Une fois que vous pensez que l'élément est bien placé, vous pouvez mettre l'onglet Game en grand et vous pouvez même appuyer sur Play, ce qui va en quelque sorte lancer le jeu. Sauf que chez nous, vous voyez que j'ai bien l'élément qui est placé là où je le voulais,
Par contre, si je clique, si j'appuie sur les touches de mon clavier, etc., il ne se passe rien. Notre personnage ne se déplace pas, on ne peut pas regarder autour de nous. Tout ça c'est plutôt normal, on n'a pas ajouté de script, on n'a pas ajouté de partie logique pour déplacer notre personnage et effectuer plus généralement des actions. On peut désactiver le mode play et on va pouvoir commencer justement à travailler sur la partie logique de notre jeu en ajoutant les premiers scripts sur notre joueur. On va revenir dans l'onglet scène. Vous pouvez quitter la vue ISO en cliquant sur le cube que vous avez au milieu, donc comme on a fait avant hein, pour passer d'une vue à l'autre, ce qui nous ramène de nouveau en vue perspective. On va sélectionner notre player, notre joueur, sur lequel on a actuellement le collider, et on va ajouter un nouveau component, qui va être un rigid body. Ce rigid body, il va être responsable de toute la partie physique. Ça va nous permettre de déplacer l'objet, de le rendre sensible à la gravité et ce genre de choses. Alors, sur les paramètres qu'on a par défaut, on va pas changer grand chose. Mass, drag, angular drag, on va pas toucher. On va désactiver la gravité, en revanche. Vous voyez que cette sphère que j'ai placée dans la scène, je l'ai placée un petit peu au-dessus du sol. Ça, c'est simplement parce que les visuels que moi je vais utiliser pour cette série, ce sera des petits robots qui auront un jetpack intégré, et donc on ne veut pas qu'ils soient en train de marcher sur le sol. J'ai envie que ces robots, ils flottent un petit peu dans les airs, ce qui fait que je vais devoir désactiver la gravité, sinon cette sphère va simplement s'écraser sur le sol. Ça serait un petit peu triste. Et du coup, on va gérer la gravité d'une manière un petit peu différente. De manière générale, la physique, on en reparlera un petit peu plus tard dans la série, notamment lorsqu'on ajoutera voilà, la possibilité de s'envoler avec le jetpack du personnage. Et la dernière chose qu'on va faire dans les contraintes, on va freeze rotation X, Y, Z, simplement parce que les rotations du personnage, elles ne vont pas être gérées par le rigid body, mais par la caméra, et par le script qu'on ajoutera par la suite sur la caméra pour qu'on puisse regarder autour de nous en fait. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire add component, et on va ajouter un premier script qu'on va appeler player motor, et vous pouvez l'ajouter sur votre personnage. Une fois que c'est ajouté, vous pouvez double-cliquer dessus, on va ouvrir ce script dans Visual Studio ou dans votre IDE si vous en utilisez un autre. Si en double-cliquant sur ce script il ne se passe rien, c'est que vous avez mal installé Unity ou Visual Studio. Encore une fois, référez-vous à la vidéo dont je vous ai parlé en début d'épisode pour installer Unity. Autre remarque, si votre Visual Studio se lance, mais qu'il vous manque des couleurs par exemple sur Class, Player Motor, Mono Behavior ou sur d'autres expressions qu'on va utiliser un petit peu plus tard, eh bien c'est que vous n'avez pas lié Unity et Visual Studio. C'est très important de faire ça, sinon Unity risque de mal compiler vos scripts et de mal les comprendre, et donc ça fonctionnera pas. Encore une fois, c'est expliqué dans la vidéo d'installation de Unity. Avant de se lancer corps et âme dans l'écriture de ce script, on va rapidement revenir sur Unity. Toujours sur le joueur, on va directement en ajouter un deuxième qui nous sera également utile, et ça va être celui-là, Player Controller. Je vous recommande d'utiliser comme d'habitude les mêmes noms de script que moi, respectez également les majuscules, donc il y a une majuscule à chaque mot, c'est le upper camel case si je ne me trompe pas, et Player Controller, vous pouvez également double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc à quoi vont servir ces scripts? Player Controller, comme son nom l'indique, contrôle, c'est le script qui va détecter les inputs, c'est-à-dire les boutons qu'on va appuyer sur le clavier, et en fonction des boutons qu'on va appuyer, on va appeler certaines actions. Player Motor va être responsable de tout ce qui est entre guillemets physique de notre personnage, donc effectuer réellement les actions, donc les déplacements. Lorsqu'on aura le jetpack, on utilisera probablement Player Motor aussi pour pouvoir monter ou descendre avec ce jetpack. Bref, d'un côté on a les contrôles et de l'autre côté on a le moteur. Ces deux scripts seront complémentaires l'un et l'autre. Ils seront aussi complémentaires par rapport à certains components qui se trouvent sur notre personnage, et là tout de suite je pense surtout à notre rigid body qu'on a ajouté il y a quelques secondes. On va donc faire en sorte que ces scripts ne puissent pas fonctionner l'un sans l'autre. On va donc ajouter ce qu'on appelle des require components. Dans Player Controller, on va commencer par celui-là. On peut enlever les deux méthodes qu'on a par défaut, donc Start Update. Les système collection générique, on va les enlever également. Et au-dessus de la ligne de notre classe, Player Controller, on va ouvrir des crochets et on va écrire Require Component. On va ouvrir des parenthèses, on va écrire Type of, et encore une fois on ouvre des parenthèses et à l'intérieur on va mettre ici Player Motor. Ce que fait cette ligne, c'est qu'elle va dire que notre script Player Controller ne peut pas fonctionner sans Player Motor. Donc si on ajoute Player Controller sur un objet, automatiquement le component Player Motor, l'autre script, va également s'ajouter.
Également, si on essaye de supprimer PlayerMotor, on va nous empêcher de le faire et on va nous dire que PlayerController, pour fonctionner, a besoin de PlayerMotor. Donc ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est une bonne pratique pour être sûr que tous les components qui ont des dépendances ont bien leur dépendance qui est présente. On va faire quasiment la même chose dans l'autre script. On va copier cette ligne, CTRL-C, je vais dans PlayerMotor. On va enlever Start et Update, pareil pour les systèmes collections. Et juste au-dessus de la classe ici, on va coller cette ligne. Par contre, on n'a pas envie de mettre PlayerMotor, ici on va mettre RigidBody. Pour que PlayerMotor puisse fonctionner, il aura besoin du RigidBody. Donc si je sauvegarde ces deux scripts, PlayerController, PlayerMotor, et que je reviens sur Unity, et que je vais sur mon RigidBody et que j'essaye de l'enlever, avec le menu d'options, Remove Component, Unity me dit que je n'ai pas le droit d'enlever ce component parce que PlayerMotor en dépend. Et donc ce message, il est apparu parce que dans PlayerMotor, j'ai ajouté ce Require Component. On va retourner dans PlayerController. Pour pouvoir déplacer un objet, il lui faut forcément une vitesse. Pour ça, on va créer une variable dans laquelle on va justement stocker et utiliser la vitesse de notre joueur. Donc on va créer une variable privée de type float, comme ça on pourra mettre un nombre à virgule, on pourra avoir une vitesse très précise, et je vais l'appeler speed, tout simplement. Cette variable, je vais ajouter au-dessus entre crochets l'expression serializeField, parce que cette variable étant privée, on ne peut pas y accéder depuis une autre classe, ça changera peut-être plus tard, je vais y revenir, mais vu que cette variable est privée, de base, elle n'apparaîtra pas dans l'inspecteur de Unity. Donc on ajoute serializeField pour la faire apparaître. Pour vous montrer tout simplement, si j'enlève cet élément que je sauvegarde, que je vais sur Unity, on voit ici que j'ai mon script PlayerController, mais on voit que je n'ai pas de paramètres, j'ai juste script ici qui est grisé. Par contre, si maintenant je remets mon serializeField, que je sauvegarde et que je reviens sur Unity, on peut voir cette fois-ci qu'on a bien l'élément speed qui apparaît. Donc toutes les variables privées sur Unity n'apparaissent pas dans l'inspecteur, sauf si on met serializeField. Comme je l'ai dit, speed passera peut-être en public un petit peu plus tard si on a besoin d'accéder à la vitesse du personnage depuis un autre élément. Depuis PlayerController, on l'a vu, on a besoin de PlayerMotor. Donc ce script PlayerController dépend de PlayerMotor. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin d'y accéder à PlayerMotor. Pour ça, on va créer ce qu'on appelle une référence. Donc ça va être une variable. On va mettre le nom de la classe à laquelle on veut accéder, donc chez nous c'est PlayerMotor. Et on peut simplement le nommer en motor ou PlayerMotor comme vous le souhaitez, mais je vous recommande d'utiliser le même nommage que moi avec les mêmes noms de variables. On va laisser cet élément en privé et on va faire en sorte qu'il se renseigne automatiquement. Pour ça, on peut créer une void de start, donc on aurait pu la garder, hein, mais ça revient au même. Et ici, on va simplement dire que motor va être égal à getComponent, et ici, entre guillemets, on va mettre PlayerMotor. On ouvre et ferme directement la parenthèse derrière, et point virgule. De cette manière, automatiquement dans Motor, on va stocker le script PlayerMotor qui se trouve sur le même objet. Donc là, on ne pourra pas le voir, mais en gros, ce qui se passe lorsque j'appuie sur Play, automatiquement PlayerController, la variable motor qu'on a à l'intérieur, qui n'est pas visible ici parce que je ne l'ai pas marqué en serializeField, cette variable invisible, elle va être remplie avec PlayerMotor. Ce qui fait que maintenant, on a accès à notre script PlayerMotor depuis PlayerController et on va pouvoir l'appeler pour lui passer des éléments, récupérer des éléments, etc. Je vais couper le mode play et on retourne dans notre script. Maintenant qu'on a accès au moteur de notre personnage, qu'on a une vitesse qui est renseignée depuis l'inspecteur, il va falloir qu'on effectue réellement le mouvement du joueur. Pour ça, on va utiliser une void update. Donc on va détecter en temps réel quelles sont les touches sur lesquelles on appuie, et basé sur ces touches, on saura si on doit avancer, reculer, aller vers la droite ou vers la gauche, etc. Donc on peut éventuellement se mettre un petit commentaire, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais surtout n'hésitez pas à ajouter de votre côté des commentaires. C'est pas parce que moi je n'en ajoute pas que vous ne devez pas en ajouter. Les commentaires, ça permet de facilement s'y retrouver lorsqu'on met le projet de côté pendant un certain temps, ou plus généralement lorsque le projet devient de plus en plus grand, c'est bien de documenter et de savoir à quoi correspond quelle méthode, quelle variable contient quelle valeur, etc. Donc là ce qu'on veut faire concrètement, c'est calculer la vélocité, je vais mettre entre parenthèses la vitesse, du mouvement de notre joueur. Voilà ce qu'on veut faire dans cette méthode. Pour ça, on va se baser sur les touches du clavier.
Sur Unity, vous avez deux axes qui sont présents de base, c'est l'axe horizontal et l'axe vertical. Ils sont déjà configurés pour être utilisés, et en gros, l'axe horizontal c'est aller à gauche et aller à droite, et l'axe vertical c'est aller devant ou vers l'arrière. On en reparlera dans quelques instants. Donc allons-y, commençons par récupérer le déplacement sur la gauche ou la droite. On va stocker ça dans une variable float. Cela étant dit, on va appeler cette variable xMove, donc pour le mouvement sur l'axe X, donc à l'horizontale, et on va dire que ça va être égal à input.getAxisRow. On va prendre le row et pas le getAxis normal, parce que lorsqu'on fait un getAxis sans le row, on a des sortes de filtres qui sont ajoutés sur la variable et on n'a pas donc les vraies valeurs originales. Et dans notre cas, vu qu'on programme notre propre système de déplacement, il vaut mieux qu'on prenne les informations brutes qu'on reçoit et ensuite qu'on applique éventuellement des filtres dessus. Et l'axe qu'on va récupérer, donc là vous pouvez mettre des doubles côtes et on va écrire horizontal. Faites bien attention à l'écrire sans faute, c'est très important, avec la majuscule au début. Lorsque vous programmez sur Unity, la casse est très importante, donc faites bien attention aux majuscules et minuscules, et on peut mettre un point-virgule pour fermer cette ligne. On va copier cette ligne, on va la coller en dessous, et on va changer le xMove en zMove, donc le mouvement sur l'axe Z, c'est-à-dire en profondeur, ce qui veut dire simplement vers l'avant ou vers l'arrière. On va toujours faire un getAxisRow, mais cette fois-ci on va récupérer l'axe vertical. L'axe horizontal, c'est donc celui qui va représenter nos déplacements vers la gauche ou vers la droite. Et l'axe vertical, c'est celui qui va représenter nos déplacements vers l'avant ou vers l'arrière. Il faut savoir que sur Unity, par défaut, le clavier est considéré comme un clavier QWERTY. Donc par défaut, notre projet, nos axes horizontaux et verticaux, ils vont être configurés pour fonctionner sur un clavier QWERTY. Sur un clavier QWERTY, lorsqu'on joue à un FPS, on utilise les touches WASD, ce qui est l'équivalent du ZQSD chez nous. Donc il va falloir qu'on fasse ce petit changement de configuration parce que je pense que 99% d'entre vous, comme moi, vous êtes sur un clavier AZERTY. Pour ça, on va aller sur Unity, on va aller dans Edit, Project Settings, Input Manager, alors vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous pouvez l'augmenter un petit peu. Vous allez dans Input Manager sur la gauche, vous allez avoir tous ces axes qui vont apparaître, donc horizontal, vertical, fire 1, 2, 3, etc. Donc en fait tout ça ce sont des actions qui sont ajoutées de base par Unity, et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer partiellement. Et si j'ouvre l'axe horizontal, on peut voir qu'il est défini par les boutons left et right, comme vous le voyez ici, ce qui correspond en fait aux flèches du clavier, donc left, flèche de gauche, right, flèche de droite. Et vous voyez également qu'on a un Alt Negative Button, Alt Positive Button, Alt qui veut dire alternative. Ce que veulent dire ces boutons alternatifs, c'est que si j'appuie sur flèche de gauche ou sur le bouton A, eh bien on ira vers la gauche. Alors que si j'appuie sur la flèche de droite, right, ou sur la touche D de mon clavier, j'irai à droite. Encore une fois, on part du principe que c'est un clavier QWERTY ici, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et chez nous, pour aller sur la gauche, on va plutôt utiliser la touche Q, et non pas la touche A. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis la lettre Q à la place de la lettre A. On va ensuite fermer horizontal, on peut ouvrir vertical, et là on va voir pareil, on peut voir que Down, donc la flèche du bas, ainsi que la touche S du clavier vont nous permettre de reculer, d'aller vers l'arrière. Et la touche flèche du haut, et la touche W, sur un clavier QWERTY, vont nous permettre d'aller vers l'avant. Donc ce sont les déplacements de base dans un FPS, si vous jouez sur ordinateur, vous allez quasiment toujours utiliser ZQSD pour vous déplacer avec un clavier AZERTY. C'est aussi pour ça que très souvent lorsque vous achetez un jeu, surtout les jeux indépendants, mais il y a aussi des AAA qui sont concernés, où lorsque vous allez lancer le jeu la première fois, vous allez devoir reconfigurer toutes vos touches parce que le jeu n'a pas détecté que vous avez un clavier AZERTY. Donc le W que vous avez ici, vous pouvez le remplacer par la touche Z. Mettez-les bien en minuscules, c'est important. Donc comme vous pouvez le voir, chaque axe possède deux touches principales, une négative et une positive. On va pouvoir fermer ça, et on va retourner dans notre script. Donc en gros, comment est-ce que ça va fonctionner? La valeur qui sera retournée par getAxisRow sera forcément entre -1 et 1. Pour l'axe horizontal, lorsqu'on va appuyer sur la touche Q, la touche négative de cet axe, comme on vient de le voir, alors on va récupérer la valeur -1. Et on sait donc qu'on va faire un déplacement vers la gauche. Au contraire, si j'appuie sur la touche D, la touche positive de cet axe donc, alors la valeur sera 1 et on sait qu'on ira vers la droite. Le système est le même pour l'axe vertical. Si j'appuie sur la touche négative de cet axe, la touche S, on aura la valeur -1 et on ira vers l'arrière. Alors que si j'appuie sur la touche
positive de l'axe vertical, la touche Z pour aller vers l'avant, on aura la valeur 1 qui sera récupérée. Dans l'éventualité où l'on appuie sur aucune touche du clavier, les deux lignes vont renvoyer 0, ce qui correspond à un déplacement nul, donc on ne se déplace pas. Grâce à ces deux lignes, on va récupérer donc deux valeurs entre -1 et 1. Et grâce à ces deux valeurs, on va pouvoir savoir si le personnage avance ou recule, ou alors va vers la gauche ou vers la droite, ou s'il ne bouge pas sur l'un de ces deux axes, ou même sur les deux axes. Mais une valeur float, donc un nombre à virgule, ça ne suffit pas à effectuer un déplacement. Pour ça, on va utiliser des vecteurs 3. On va créer un vecteur 3, je considère que vous savez ce qu'est un vecteur 3 parce que j'en ai parlé dans la série C#, et cela fait partie des bases de Unity, donc il faut absolument que vous sachiez ce que c'est pour continuer cette série. Si ce n'est pas le cas, allez voir la série C#. Le premier, on va l'appeler move horizontal, ça va être égal à transform.right, et on va multiplier cette valeur par xmove. Puis on peut copier coller cette ligne, et on va l'appeler move vertical, et là ce sera transform.forward pour aller vers l'avant, et on va multiplier ça par zmove. Donc ici on a mis transform.right, mais on aurait pu mettre left, ça va donner exactement la même chose, le but c'est simplement de préciser à Unity sur quel axe on va calculer le déplacement. Donc là c'est le mouvement horizontal, donc vous pouvez mettre right ou left comme vous voulez. Et là vu que c'est le mouvement vertical, c'est pour aller vers l'avant ou vers l'arrière, on peut mettre donc forward et on peut sauvegarder ces éléments. Maintenant, grâce à ces deux vecteurs, on sait dans quelle direction on se déplace à l'horizontale, donc vers la gauche ou vers la droite, ou alors on ne bouge pas. Et pareil pour le vertical, on sait si le personnage avance, recule ou fait du surplace. Plutôt que d'avoir ces deux éléments séparés, on va créer une seule variable, vector 3, qui est la finalité, ce qu'on veut récupérer depuis le début, la vélocité, donc c'est la vitesse en fait du personnage. Et cette vélocité, elle va être égale à move horizontal plus move vertical. On va normaliser ce qu'on a récupéré, donc ça va nous retourner en fait ce vecteur 3 avec une magnitude de 1. Et maintenant qu'on a récupéré la vélocité, on sait vers où on veut se déplacer, il ne nous reste plus qu'à savoir à quelle vitesse on veut se déplacer. Sauf que ça, on le sait déjà, vu que c'est speed, la variable qu'on a créée un peu plus tôt, on va donc multiplier ce résultat par speed. Et la partie mathématique est terminée, la souffrance est terminée, du moins pour aujourd'hui. Au prochain épisode, on fera en sorte d'utiliser cette vélocité donc pour réellement effectuer son déplacement, parce qu'aujourd'hui, on a simplement calculé dans quelle direction on veut aller et à quelle vitesse, il ne nous reste plus maintenant qu'à utiliser cette valeur pour réellement appliquer ces déplacements à notre objet, notre sphère, notre personnage qu'on a créé un petit peu plus tôt. J'espère que ce premier épisode vous a plu, j'espère aussi qu'il n'est pas trop long. Au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà pas mal d'avance sur la série, mais vos retours sont quand même importants pour les épisodes qui suivront un petit peu plus tard. Donc si vous trouvez que je vais trop vite, pas assez vite, que ce soit sur la partie code, sur l'interface, si vous avez de manière générale des idées pour améliorer la série, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pensez à liker la vidéo si vous ne l'avez pas fait, ça fait toujours plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer. Un grand remerciement à toutes les personnes qui sont affichées sur la droite de l'écran, ces personnes ce sont les tipeurs, des personnes qui ont donc soutenu financièrement la chaîne le mois dernier et pour certains même les mois d'avant encore. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et surtout si vous avez les moyens financiers de le faire, eh bien vous avez les liens de Tipeee et Utip en description. C'est grâce à ces donations que cette chaîne peut continuer d'exister et donc indirectement c'est ce qui me permet de vous proposer tout ce contenu gratuitement sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série Créer un FPS multijoueur sur Unity avec Mirror. A très bientôt, salut!